Bon, bonsoir à tous. Donc, je vais me présenter. Je suis Noémie Barou, je suis épidémiologiste au Rézir. Et je commence, j'introduis la soirée, on est plusieurs intervenants. On a intitulé cette soirée La maladie rénale chronique détectée tôt pour mieux soigner. Et on est plusieurs à intervenir. Je vais commencer donc en vous faisant un petit topo d'épidémiologie. Et puis après, il y aura le docteur Caroline Mesguen qui va venir vous présenter le deuxième point, dépister les IRC et conduite à tenir devant une élévation de la créate. Ensuite, le docteur Tiffaine Roger viendra vous parler des traitements de suppléance, dialyse, traitement conservateur et transplantation. Et ensuite, le docteur Thomas Lamy viendra vous faire un point sur la greffe en Calédonie avec Véronique Biche qui terminera les topos pour vous parler plus spécifiquement du don. Donc cette soirée, je remercie la MNC d'avoir accepté qu'on fasse cette soirée qui nous tenait à cœur, et donc on est bien content de venir vous parler de maladie rénale chronique et de sortir du monde de la néphrologie pour en parler avec vous. Un tout petit mot avant de commencer sur le Rézir, parce que peut-être que vous ne nous connaissez pas, et du coup j'en profite un peu pour nous présenter. Donc on est le réseau de l'insuffisance rénale en Nouvelle-Calédonie. On est un réseau de santé qui a été créé en 2005. On est financé par l'Agence sanitaire et sociale. Nos missions sont inscrites dans le schéma d'organisation de l'insuffisance rénale chronique en Nouvelle-Calédonie. Nos objectifs principaux, ça va être de faire des missions d'épidémiologie, pouvoir fournir de l'information chaque année, d'organiser des actions de prévention à travers des dépistages, des missions de sensibilisation auprès du grand public ou de patients ou de personnes à risque, de développer des actions avec l'ATIR, l'U2NC et le service de néphrologie, plus particulièrement du CHT, donc qui sont évidemment, en fait, c'est leur réseau. Donc c'est vraiment d'avoir des actions qui rayonnent sur les 3 structures de dialyse et de néphrologie plus largement, et de promouvoir la transplantation rénale. On est 3 salariés pour information, une assistante administrative, une infirmière et une épidémio. Et puis le bureau est composé de nos partenaires principaux, ATIR, U2NC, CHT. D'ailleurs, le docteur Tiffaine Roger qui est là est actuellement notre présidente. Voilà. Et les membres, ça va être tous les professionnels de santé qui peuvent graviter autour de l'insuffisance rénale, ou les associations de patients aussi, évidemment. Et je vous ai mis en bas nos sites internet si ça vous intéresse de voir un petit peu plus ce qu'on fait, ou de nous contacter. Et risquededialyse.nc, je crois que Caroline va vous l'effleurer un moment dans sa présentation. C'est un site internet qui vous permet, à partir de l'âge, du sexe du patient et de quelques paramètres biologiques, d'estimer la probabilité d'être en dialyse à 2 ans ou à 5 ans pour le patient. Donc je vous invite à aller sur ce site et de l'utiliser quand vous êtes avec un patient et que vous avez sa créate avec son bilan de labo. Donc on commence, ça y est, merci d'avoir accepté cette petite intro. Donc je vais vous parler d'épidémio. Alors une seule diapo, un peu de méthode on va dire, c'est que juste je vous explique d'où viennent les données que je vais vous présenter. Donc c'est principalement du registre Rhin, qui est un registre national qui est coordonné à Paris par l'Agence de biomédecine et qui est décliné dans chaque région de France et d'outre-mer. Et donc la Calédonie, on en fait partie. Et donc depuis 2013, on a l'exhaustivité des données donc concernant la dialyse notamment, et aussi pour la greffe. Donc c'est le Rézir qui est en charge d'animer ce réseau, enfin ce registre. On intègre les données de patients qui résident en Calédonie aussi de Wallis. Alors je vous mets juste un mot parce que ça peut toujours surprendre. C'est parce que c'est l'ATIR, donc de Nouvelle-Calédonie, qui est en charge de ces patients. Donc c'est la Calédonie qui prend en charge en dialyse les patients et en néphrologie les patients de Wallis et Futuna. Et puis on s'appuie sur le dossier médical de néphrologie, le DMN, qui est un dossier partagé par tous les néphrologues sur le territoire et qui est vraiment un outil permettant d'avoir autant de données actuellement. J'en utilise aussi évidemment les données de l'équipe de coordination greffe du CHT, le registre de la dialyse péritonéale de la langue française, et puis à la fin je vous présente rapidement quelques données issues du baromètre santé de l'Agence sanitaire et sociale.
On va commencer par les patients incidents en dialyse et en greffe. Alors un petit mot sur de quoi on va parler. Donc c'est des patients qui vont avoir débuté dans l'année une dialyse ou une greffe préemptive, donc qui ne sont jamais passés par la case dialyse avant d'avoir un greffon rénal et qui résident en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis. Pour les patients greffés, on va le compter incident s'il est greffé en Nouvelle-Calédonie. Thomas et Véronique nous parleront largement de ça. Et s'il réside à la fin de l'année également en Nouvelle-Calédonie, notamment pour ceux qui sont partis se faire greffer en France, puisque nous avons pas mal de patients qui vont bénéficier d'une greffe rénale en France aussi. Alors voici quelques chiffres. Là, je vous présente un nombre brut de patients qui donc sont incidents en termes de dialyse et de greffe rénale. Vous avez en noir le total des patients, que ce soit dialyse ou greffe. En bleu, c'est uniquement pour la dialyse et en rouge, c'est pour les greffes préemptives. Donc on voit que quand on va parler de nombre de patients incidents, finalement, on parle majoritairement de nombre de patients incidents en dialyse. Et qu'est-ce qu'on peut voir du coup sur toutes ces années de 2013 à 2024 on voit que donc on a depuis de 2019 à 2024, de 2013 à 2019 une augmentation chaque année, donc de plus en plus de patients qui rentraient en dialyse pour la première fois. Et puis depuis 2019, on voit ce nombre diminuer au fur et à mesure jusqu'à retourner à un niveau inférieur à une centaine de patients par an. Donc on a une diminution de moins 28% entre 2019 et 2024. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle de voir qu'on a de moins en moins de patients qui arrivent en dialyse. On verra à la fin sur la dernière diapo un peu tout ce qu'on met comme hypothèse autour de pourquoi aujourd'hui on a de moins en moins de patients. Ici, c'est en termes de taux, parce qu'on pourrait se dire c'est peut-être la population dans la Calédonie qui a bougé. Donc non, quand on rapporte au nombre de personnes résidant sur le territoire, on se rend compte qu'on a bien cette augmentation jusqu'en 2019. Alors même si elle est un peu amoindrie, la diminution, du coup on voit bien quand même qu'on a une baisse donc, du taux d'incidence. Et puis après, en vert, vous avez ce taux d'incidence donc de dialyse pour les départements d'outre-mer français. Et puis en pointillé bleu, le taux d'incidence de dialyse pour l'Hexagone, donc pour la France métropolitaine. Et puis on a là ici standardisé sur le sexe et l'âge, parce que vous savez certainement qu'en Calédonie, on a une population qui est plus jeune que notamment en France. Et donc du coup, c'est un peu difficile de se comparer. Donc là, en standardisant sur l'âge et le sexe, donc on dit qu'on a une population qui est comme celle de France, là ici, en termes de sexe et d'âge. On voit qu'on est largement au-dessus des taux d'incidence de France et même d'outre-mer. Donc certes, on est content de voir depuis quelque temps que les efforts de prise en charge des patients et certainement de sensibilisation de la population portent ses fruits. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même toujours sur des niveaux tellement élevés on ne peut pas ne pas considérer l'insuffisance rénale comme un vrai problème de santé publique pour la Nouvelle-Calédonie. Donc on est à fois 1,5 par rapport aux Outre-mer et fois 3 par rapport à l'Hexagone. Et puis après, un dernier petit mot que j'avais mis aussi, c'est pour montrer que cette baisse qu'on constate, on la constate aussi par ailleurs. Donc ce n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. Il semblerait que de manière générale, on retrouve cette tendance un peu ailleurs, et notamment dans les autres Outre-mer et les autres territoires ultramarins français. Alors, qui sont ces patients qui ont débuté un traitement par dialyse en 2024 ? On va les décrire un peu. J'ai mis 2024, mais en vrai, les chiffres qui vont être affichés ici pourraient être appliqués aux années précédentes. Ça n'a pas révolutionné d'année en année. Donc, on a autant d'hommes que de femmes, globalement. Ça, c'est une particularité un peu ultramarine, de manière générale. En France, ils ont un peu plus d'hommes que de femmes. 61% des nouveaux patients ont un diabète associé. Donc pour rappel, en Calédonie, on peut retenir à peu près qu'on a 10% des Calédoniens adultes qui ont un diabète. Là, on est à 61%, donc on comprend bien que le diabète est un énorme pourvoyeur ou au moins un catalyseur d'insuffisance rénale chronique. On voit qu'en Outre-mer, on est à peu près sur des taux similaires et en Hexagone un peu moins. Donc voilà, le diabète est clairement une cause fréquemment associée à l'insuffisance rénale.
18% des patients qui ont commencé une dialyse n'avaient pas vu de néphrologue dans les 12 mois qui précédaient leur mise en dialyse. Donc ça nous montre quand même qu'on a un patient sur 5 qui sort du circuit de soins et qui du coup doit démarrer sa dialyse certainement dans des conditions qui ne sont pas optimales. Et 45% démarrent leur dialyse sur un cathéter. Donc ça c'est pareil, ça nous indique que presque un patient sur 2 arrive en dialyse certainement un peu précipitamment, puisque normalement le chemin préféré pour arriver en dialyse, si je peux dire ça, c'est d'avoir une voie d'abord, une fistule artério-veineuse qui demande un acte chirurgical et quelques semaines de maturation. Et donc, on comprend bien que si on arrive et qu'on dialyse sur cathéter, c'est certainement qu'on est arrivé bien rapidement à la dialyse. En termes d'âge, on a une population qui est plus jeune qu'en France. Donc 35% des patients qui démarrent une dialyse ont entre 45 et 64 ans, ce qu'on retrouve à peu près dans les autres outre-mer, et 25% en hexagone. Alors maintenant, je vais vous parler des patients prévalents. Maintenant, on a vu ceux qui démarrent la dialyse, ceux qui ont une greffe préemptive. Les patients prévalents, donc c'est ceux qui vont résider en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna au 31 décembre de l'année. Donc en termes d'évolution dans le temps, là on a la même chose, en noir tout le monde, donc les dialysés et les greffés rénaux. En bleu c'est la dialyse, en rouge vous avez ceux qui sont porteurs d'un greffon fonctionnel à la fin de l'année. On voit un peu que maintenant, une fois que l'incidence baisse tous les ans depuis plusieurs années, on voit la répercussion sur la prévalence depuis 2 ans, où on observe une stagnation dans les 2 dernières années, voire une diminution. Et on voit bien donc que c'est plutôt chez les dialysés qu'on observe cette baisse, et non pas chez ceux qui bénéficient d'une greffe rénale. Pour info, un peu pour se rendre compte aussi de quoi on parle, dans les 680 patients dialysés, c'est 95% de personnes qui résident en Nouvelle-Calédonie et 5% qui résident à Wallis-et-Futuna. Donc cette petite baisse de moins 1%, on est à voir la suite dans les prochaines années. Un graphique aussi qu'on regarde tous les ans avec les opérateurs de dialyse pour mieux comprendre aussi les flux et l'évolution dans le temps. C'est le bilan entrée-sortie en dialyse en bleu et le bilan entrée-sortie en greffe en rouge. Donc combien de personnes rentrent en dialyse, moins combien de personnes sortent de la dialyse, que ce soit parce qu'ils bénéficient d'une greffe ou parce qu'ils sont décédés ou parce qu'ils quittent le territoire. Donc on voit bien que ce soit positif depuis sur tout le long des années, on voyait bien une décroissance s'amorcer, ce qui laissait présager de cette baisse d'incidence. Et la greffe, bien que ça fluctue, on est quand même sur relativement des petits échantillons, des petits chiffres, donc on a des fluctuations assez fortes d'année en année, mais on voit qu'il y a un dynamisme qui déjà a grandi depuis 2015 et puis se soutient. Alors il y a des années un peu variables, le Covid évidemment est passé par là, des choses comme ça, mais on voit qu'il y a un maintien entre environ 0 à 10 greffes en bilan positif chaque année, donc entre ceux qui bénéficient d'une greffe et ceux qui vont soit perdre leur greffon, soit décéder, soit partir du territoire. Donc on revient au taux standardisé, donc on a vu tout à l'heure le nombre brut, c'est toujours intéressant de le rapporter à un taux pour vérifier que la taille de la population n'a pas complètement... n'est pas responsable de notre évolution. En orange, je vous ai mis celle de Wallis-et-Futuna. Pour la prévalence, on la différencie, mais en vrai, ne vous en souciez pas trop. L'idée, c'était pour vous montrer que ça suivait la même tendance qu'en Nouvelle-Calédonie. Et puis, on retrouve la même chose, donc en vert, l'outre-mer, et en bleu, petit pointillé, l'hexagone. Et puis, on observe encore une fois qu'en outre-mer, sans surprise, puisqu'on a vu l'incidence, qu'on retrouve les mêmes tendances avec cette diminution qu'on retrouve en Nouvelle-Calédonie. Mais voilà, toujours et encore, on peut se dire que peut-être des choses portent leurs fruits, mais il faut vraiment les soutenir puisqu'on reste toujours sur des taux très élevés par rapport à ce qu'on constate dans d'autres territoires. La néphropathie initiale, donc pour la Calédonie, on a énormément de néphropathie qu'on étiquette inconnues dans le registre. C'est principalement des patients qui vont soit arriver tardivement, on va avoir du mal, les néphrologues vont avoir du mal à étiqueter une néphropathie avec certitude, ou alors ils vont se retrouver avec des patients qui ont des néphropathies multiples, mixtes, et dans le registre on va avoir
on va avoir l'impossibilité de typer si c'est à la fois le diabète et l'hypertension qui vont être responsables de la néphropathie. Et donc, ils se retrouvent souvent dans ces poules. Donc, voilà pourquoi on a une forte proportion d'inconnus. Et puis après, on a aussi forcément des patients sur lesquels les néphrologues ont du mal à poser un diagnostic. Mais on a, quand même, le diabète, on reste quand même toujours et encore sur une grosse problématique dans l'insuffisance rénale. En termes de répartition de techniques de dialyse, on voit qu'on a aujourd'hui 7% des patients qui sont en dialyse péritonéale, donc ce type de dialyse qui permet de dialyser plutôt à domicile. C'était plutôt autour de 10%, et puis l'évolution fait qu'aujourd'hui, les patients ont peut-être plus de difficultés à dialyser à domicile. Ça reste des patients peut-être qui s'alourdissent aussi en termes de prise en charge, et donc plus de difficultés à les mettre en dialyse péritonéale actuellement. Cependant, 7%, il faut retenir que c'est une proportion qu'on retrouve en France, donc on n'est pas du tout à rougir sur la manière dont sont gérés les patients. En termes de type d'unité d'hémodialyse, c'est intéressant toujours de se rendre compte qu'en Calédonie, il y a une particularité, il n'y a rien de petite. 45% des patients, donc là, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi, mais en couleur bleu foncé, rouge foncé, orange, vous avez l'évolution dans le temps pour la Calédonie. En vert un petit peu pâle, c'est l'outre-mer, et en bleu pâle, c'est la France. Donc en Calédonie, on a beaucoup de patients qui sont pris, près de la moitié des patients sont pris en charge dans des unités de type d'autodialyse, on appelle ça. On appelle ici sur le territoire des unités d'hémodialyse de proximité. C'est des unités qui sont dites plus légères, où il n'y a pas de néphrologue qui va passer toutes les semaines. C'est plutôt l'infirmier et le patient qui sont dans l'unité, et pas besoin d'être adossé surtout à un centre hospitalier. Et donc c'est des unités dites plus légères. On en a beaucoup. Beaucoup de patients sont pris en charge dans ces unités par rapport au territoire, donc ultramarin ou France. Et donc ça, c'est vraiment c'est le reflet d'une politique, une volonté de dialyser les patients au plus près de leur lieu de vie. On imagine bien que sur notre territoire qui est très éclaté, les patients, pour qu'ils puissent dialyser à Lifou, à Ouvéa, ou à Koumak, ou à Point-d'Imier, on ne peut pas avoir un néphrologue dans chaque structure toutes les semaines, on ne peut pas avoir un centre hospitalier à travers la Calédonie. Donc pour pouvoir permettre à ces patients de dialyser et de vivre encore chez eux près de leur famille, il faut qu'ils dialysent dans des unités plus légères, quand bien même peut-être que dans d'autres territoires, s'ils n'étaient pas en Calédonie, ils seraient pris en charge plutôt en centre lourd ou ailleurs. Et on voit aussi quand même une évolution dans le temps depuis 3 ans, là, avec de plus en plus d'unités de dialyse médicalisée. Donc on est le niveau un peu au-dessus en termes de présence médicale et de structure. Et donc c'est plutôt sur Grand Nouméa et Koné où on retrouve des unités de dialyse médicalisée. Et la foi. Non, je dis pas de bêtises. Quelques indicateurs, je vous en ai mis que 3 de prise en charge en hémodialyse, on en a d'autres, mais c'est juste pour vous faire un rapide paysage. Donc on a aujourd'hui en 2024, donc 70% des patients qui sont pris en hémodialyse et qui bénéficient d'hémodiafiltration, d'HDF. Donc à savoir que c'est une hémodialyse dite plus douce pour les patients. Ça a évolué depuis plusieurs années. Il y a un effort qui est fait dans ce sens-là sur le territoire. On voit qu'on est à des chiffres, des proportions plus élevées qu'en Outre-mer ou en France également. Donc la fistule artério-veineuse, la FAV, dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au cathéter, donc qui est la voie d'abord à privilégier pour un patient dialysé. On est à 90% des patients qui sont pris en charge sur une fistule artério-veineuse, donc on est bien supérieur par rapport aux autres territoires. Et puis la dialyse longue, qui est privilégiée plutôt la nuit. Donc d'habitude une dialyse c'est 4 heures d'habitude ou moins, assez peu, 6 heures ou plus, c'est en général des dialyses nocturnes. Donc il y avait un vrai effort depuis 2022-2023 à faire monter la proportion des patients pris en charge en dialyse nocturne, ce qui est plutôt un avantage pour eux également, puisqu'ils peuvent vivre la journée, éventuellement même travailler. Ça a baissé en 2024 à cause des événements de 2024 où les structures de soins ont plus de mal à réaliser des dialyses de nuit qui sont très demandeurs en infirmiers. Et on le sait, c'est pas toujours évident actuellement d'avoir un effectif infirmier nécessaire pour ce genre de dialyse. Voilà, on finit vers la greffe rénale. Donc l'accès à la greffe rénale, aujourd'hui on a 20% des patients dialysés qui sont inscrits sur liste d'attente. C'est 30% en France, mais c'est un chiffre tout à fait
enfin voilà, qui a bien progressé depuis plusieurs années et qui maintenant est stable. Donc ça représente à peu près 140 patients dialysés qui sont inscrits sur une liste d'attente en attente d'un greffon rénal. Ça, c'est les patients qui sont greffés dans l'année, donc qu'ils soient en dialyse ou non. Hein, donc c'est pas que de la greffe préemptive. Hein. Donc les greffons, les personnes qui ont une greffe dans l'année. Donc vous voyez en rouge, en fait, il y a 2 tons de rouge, mais bref, c'est tous les patients qui ont bénéficié d'une greffe en Australie, puisque avant c'était le chemin privilégié le plus près de la Calédonie, c'était de se faire greffer en Australie. Il y avait un partenariat avec eux. En bleu, c'est la France. Et on voit que depuis 2019 et 2020, plus franchement, le jaune-orangé prend le pas. Et ben ça, c'est le programme Full Calédonie qui a pris le pas. Donc on voit bien que grâce à lui, ça a permis à beaucoup de Calédoniens de bénéficier d'une greffe. Donc on voit qu'on tourne à peu près une dizaine de greffes par an. Et puis ça, c'est les patients greffés. Donc à chaque fin de l'année, on compte, on en est à 194 personnes aujourd'hui qui ont un greffon fonctionnel et qui sont suivies sur le territoire. Donc les chiffres clés à retenir, en 2024, on a 89 nouveaux patients qui ont bénéficié d'un traitement de suppléance, uniquement par dialyse pour cette année-là. On arrive à 680 patients dialysés, donc avec 95% des patients qui sont pris en charge sur la Nouvelle-Calédonie, 7% en dialyse péritonéale et 64 ans d'âge médian versus 71 ans en France, donc des patients plus jeunes. 0 greffe préemptive pour 2024. On arrive à 194 personnes avec un greffon fonctionnel à la fin de l'année. 38% qui ont bénéficié d'une greffe par donneur vivant et un âge médian également plus jeune qu'en métropole puisqu'on a un âge médian à 56 ans versus 59 ans en France. 7 personnes sont retournées en dialyse, donc ont perdu leur greffon dans l'année. Et 12 ont bénéficié d'une greffe rénale dans l'année. 79 décès sont constatés, ce qui nous fait un taux de mortalité de 9%. Un point rapide, donc comme je vous disais, on a parlé de beaucoup de dialyse et de greffe. Le registre rein focalise beaucoup là-dessus, mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même des chiffres sur la partie immergée de l'iceberg qui amène des gens jusqu'à la dialyse. Donc là, c'est les données du baromètre santé pour la Nouvelle-Calédonie, donc le dernier baromètre de 2021 a estimé à 5% la proportion des Calédoniens adultes qui auraient une insuffisance rénale de stade 3 à 5, versus entre 1,5 et 2% en France. Donc on retrouve des facteurs x3, voire plus, quand on se compare. Donc on voit bien, encore une fois, que l'insuffisance rénale est un sujet qui mérite de s'y intéresser. Donc pour retenir, parmi tout ça, qu'est-ce que je vous conseillerais de retenir que 2024, pour tout le monde, ça a été une année avec des défis hors normes, mais il y a eu des équipes clairement engagées qui ont permis de maintenir un bon niveau de soins. On n'a pas d'augmentation de taux de mortalité, donc je vous ai mis en 2023, il y a 9%, donc en 2024, c'est pareil. Un maintien d'un accès à la greffe rénale, tout de même malgré une suspension du programme entre mai et septembre 2024. Une baisse d'incidence qui semble maintenant avérée. Depuis plusieurs années, on surveille en se demandant ce qui va se passer. Là, on peut le dire qu'elle est effective. Les raisons qu'on avance, c'est certainement des renforcements des actions de prévention qu'il y a eu sur le territoire autour des risques majeurs de l'insuffisance rénale, autour du diabète, de l'alimentation, de la sédentarité, qui commencent à porter leurs fruits. Une amélioration à l'accès aux consultations de néphrologie sur tout le territoire. Les néphrologues, depuis plusieurs années, ont développé de plus en plus un réseau, un maillage sur tout le territoire. Et puis, depuis plusieurs années, un effort a été fait pour que des patients puissent consulter un néphrologue au plus près de chez eux également. Des campagnes de sensibilisation qui ont été soutenues, donc la journée du rein chaque année, des dépistages de diabète et d'hypertension qu'on voit un peu partout. Et puis aussi des nouveaux traitements néphroprotecteurs prometteurs et qui sont utilisés aujourd'hui sur le territoire. Donc on voit cette baisse de la prévalence. A priori, on verra si elle se confirmera. C'est un peu difficile à prévoir les années futures, vu comment on est un peu bousculé en Calédonie et qu'on ne sait plus trop... on n'est plus trop sûr de nos hypothèses de départ pour pouvoir expliquer ce qui va se passer dans le futur. Donc on a plusieurs scénarios possibles, donc on verra bien ce qui se passe. Est-ce qu'on va diminuer encore ou on a un peu tous peur que ça reprenne, mais clairement il faut aussi prévoir qu'on va avoir des patients qui seront plus âgés dans les salles de dialyse et donc aussi une prise en charge plus lourde avec plus de comorbidités à gérer. Enfin, dernier point, j'ai envie de dire, il faut continuer à soutenir et développer la prévention, et notamment chez les patients à risque.
parce qu'on peut retarder l'aggravation de l'insuffisance rénale, encore faut-il se connaître, et puis prendre ses traitements et voir le médecin. Donc voilà pour ce que je voulais vous présenter. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Caroline Mesguen, je suis néphrologue à l'UDNC, donc c'est une structure qui est au sein de la clinique. Et on m'a donné la tâche de cette présentation avec une phrase qui m'a laissé un petit peu perplexe, puisque c'est dépister les IRC et conduite à tenir devant une élévation de la créatinine, ce qui en soi est pas du tout la même chose. Donc ça m'a permis justement de me dire que j'allais insister sur cette différence, puisque c'est quand même fondamental. Et donc pour commencer, deux choses je pense qui sont primordiales avant de parler de... Je ne vais pas vous assaillir avec la néphrologie, les glomérulopathies, les tubulopathies, et vous allez tous partir en courant. Donc clairement, on réagit pas comme ça quand on est face à un patient en consultation, nous non plus. On le voit arriver avec une créatinine, on commence par le début. Donc le début, c'est pourquoi on a fait la prise de sang. Est-ce qu'on avait un contexte clinique qui finalement était aigu, avec pourquoi pas un patient qui arrive en nous disant qu'il ne fait pas pipi depuis la veille, pourquoi pas une colique néphrétique, etc. Donc qui nous a amené à faire la prise de sang. Ou est-ce qu'on est dans le cadre, par exemple, d'un dépistage, parce que vous avez un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaires, il est obèse, il est diabétique, hypertendu. Donc déjà, vous n'allez pas vous attendre au même résultat. Et la deuxième question, c'est surtout, avant même d'avoir le résultat, quelle est l'antériorité ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des biologies antérieures pour pouvoir finalement comparer votre résultat ? Puisqu'on voit que, je ne sais pas pourquoi la diapo n'est pas très bien passée, mais vous avez sur le premier graphique un patient qui avait en fait une insuffisance rénale obstructive et donc qui a développé une insuffisance rénale aiguë extrêmement rapide, qui a eu des poses de son de Gigi et qui a récupéré très vite. Et par contre, vous avez un patient en bas qui est suivi pour une maladie rénale chronique depuis de nombreuses années et qui va développer une atteinte rénale aiguë, qui va récupérer également. Donc c'était une déshydratation, une hospitalisation, et donc il va récupérer, mais qui va progresser ensuite. Et en fait, vous ne pouvez interpréter ces résultats que si vous avez une antériorité. Donc ça, c'est vraiment très important. Et donc il y a trois grandes entités qu'il faut connaître en néphrologie, parce que la prise en charge derrière va être complètement différente. Vous avez l'AKI, donc Acute Kidney Injury, c'est on dit l'atteinte rénale aiguë, maintenant on dit plus insuffisance rénale aiguë, mais c'est exactement la même chose, c'est l'atteinte rénale aiguë. Vous avez l'AKD, c'est la maladie rénale aiguë, et vous avez la CKD, où ça c'est la maladie rénale chronique. Et donc ces trois entités, elles sont importantes parce que la prise en charge derrière va être différente. Alors vous avez des gens, des champions, qui nous font ce genre de tableau. Moi, je pense qu'ils n'ont pas un vrai métier, ou pas des patients dans la salle d'attente en tout cas, parce que je ne vois pas comment on peut réfléchir à ça quand on est en consultation et qu'on a 150 de créate sur la biologie et le patient en face de nous. Donc on va l'oublier, c'est très joli, mais on va l'oublier très vite, même si c'est les recommandations. Et alors ce tableau est beaucoup plus austère, mais finalement beaucoup plus pratique, puisqu'il vous montre en fait une donnée très importante, c'est la différence entre ces trois entités que je viens de vous citer, donc l'atteinte rénale aiguë, la maladie rénale aiguë et la maladie rénale chronique. Et ce qui compte, c'est le délai. C'est-à-dire que si vous avez une atteinte rénale aiguë, c'est que dans les 7 jours, vous avez eu finalement une évolution de votre créatinine ou un taux de créatinine très élevé, mais je vais y revenir après. La maladie rénale aiguë, on est dans les 3 mois et la maladie rénale chronique, on est au-delà des 3 mois. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va vous orienter sur une prise en charge. Est-ce que j'appelle le néphrologue directement ? Est-ce que je l'envoie aux urgences ? Est-ce que j'appelle le secrétariat de néphrologie qui va me donner un rendez-vous néphro dans 4 mois ? Voilà, donc ça, c'est très important. Et puis, vous voyez vraiment en dernier, pas de maladie rénale. Alors là, vous voyez un DFG supérieur à 60. J'insiste là-dessus parce qu'on a des laboratoires, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ce soir, mais on a des laboratoires qui nous donnent des résultats avec, en dessous, insuffisance rénale stade 2, etc., avec 75 de clairance, et les patients qui arrivent en nous disant c'est horrible, je vais dialyser. Pas du tout. En fait, vraiment, il faut les rassurer parce qu'il y a des critères précis pour parler de maladie rénale, et donc les laboratoires, je pense qu'il faudrait peut-être enlever ce genre de phrase qui est assez anxiogène. Donc, l'atteinte rénale aiguë, je vous disais, c'est inférieur à 7 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 7 jours ? Alors,
concrètement, en cabinet, vous n'allez pas prendre en compte la diurèse parce que c'est vraiment un paramètre hospitalier. Quelqu'un qui est en réanimation, en néphrologie ou dans un autre service, oui, on va pouvoir mesurer la diurèse des 24 heures, savoir s'il fait pipi moins de 0,5 ml/kWh pendant 6 à 12 heures. Bon, concrètement, en cabinet, c'est pas possible. Par contre, vous avez la créatinine. Et en fait, quand on a une atteinte rénale aiguë, on ne parle pas de débit de filtration glomérulaire, on parle de créatinine. Parce que ce simple dosage va vous permettre de savoir si c'est une urgence. Et donc, les stades 1, 2 et 3 ici sont bien détaillés. Alors, c'est un peu fastidieux peut-être, mais bon, il faut retenir qu'entre 1,5 et 2 fois, on est en stade 1, ou plus de 26 micromoles en 48 heures. Ça, c'est important parce que ça veut dire que c'est évolutif, il se passe quelque chose, il faut quand même le prendre en compte, refaire un contrôle, voir avec le néphrologue s'il faut une consultation rapide. Le stade 2, on imagine bien que là, on est quand même plus dans l'urgence, 2 à 3 fois la valeur de référence. Si vous partez de 100, ça fait quand même quasiment 300 micromoles, donc on est dans l'urgence de la consultation au minimum, voire de l'hospitalisation. Et au stade 3, ça ne se discute pas, clairement, il y a une indication d'hospitalisation. On est à plus de 3 fois la valeur de référence, ou on a une créate qui est à plus de 354, ou carrément on a des signes de mise en dialyse. Et le DFG, vous voyez qu'il intervient juste là, mais c'est seulement pour les patients de moins de 18 ans. Sinon, je ne parle que de créatinine. Alors, l'atteinte rénale aiguë et la maladie rénale aiguë, ce sont des urgences néphrologiques. Je n'ai pas détaillé la maladie rénale aiguë, mais en gros, c'est dans les 3 mois. Pour nous, dans les 3 mois, ça reste une urgence parce qu'on a des glomérulonéphrite, par exemple, rapidement progressives, qui peuvent se développer avec des signes d'atteinte extra-rénaux, par exemple des atteintes pulmonaires, etc. Donc, clairement, il faut une prise en charge néphrologique quand on est dans cette situation. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Si vous n'arrivez pas à nous avoir au téléphone, ça ne me choque pas du tout de voir arriver un patient aux urgences avec mis un petit mot, voilà, AKI, stade 3 ou 2, ou peu importe. On le prendra en charge. Les critères d'hospitalisation, ça va être vraiment la biologie, évidemment, la créatinine, la kaliémie. Il faut avoir le CG facile dans ces cas-là. La clinique, parce que le patient peut avoir une hypertension mal contrôlée, de l'œdème, voire un OAP. Et puis, le côté social en Calédonie, je pense qu'il est important à prendre en compte parce qu'on a des patients qui ne vont pas saisir forcément l'urgence de la situation parce que l'atteinte rénale, elle n'est pas forcément symptomatique. Il faut arrêter certains médicaments. Ce n'est pas forcément évident pour le patient de le comprendre. Refaire un contrôle à 48 heures de biologie, etc. Si vous avez un doute sur cette compréhension, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour une hospitalisation et on le fera de manière plus confortable en hospitalisation. Si on décide ensemble de faire une consultation, cette consultation, dans ce genre de cas, elle doit être rapide, donc on n'attend pas les 3 mois de la disponibilité des néphrologues. On demande une consultation rapidement et en attendant, on va arrêter tous les traitements néphrotoxiques. J'insiste parce que c'est vraiment une conduite à tenir universelle, les anti-inflammatoires et néphroprotecteurs IEC, ARA2, ISGLT2, à moins que le patient soit en insuffisance cardiaque, mais globalement, diurétique, on va les arrêter parce qu'ils sont néphroprotecteurs sur du long terme, mais ils sont extrêmement dangereux en situation aiguë. Donc on ne vous en voudra jamais d'avoir mis tout ça de côté, bien au contraire, on fait une pause. L'échographie rénale en urgence, oui, parce que si effectivement c'est une insuffisance rénale obstructive, c'est plus une urgence néphrologique, mais urologique. À ce moment-là, on orientera le patient autrement. Et puis, évidemment, on va discuter entre nous de la cause éventuelle, déshydratation, une lithiase, etc. Mais finalement, la réflexion, elle va se faire plutôt même quasiment dans un deuxième temps. L'urgence, c'est de prendre en charge le patient. C'est complètement différent dans la maladie rénale chronique, où là, effectivement, on va avoir peut-être plus de temps pour discuter, plus de temps pour voir le patient en consultation. Mais encore une fois, ça va dépendre. Alors déjà, il va falloir éliminer quand même cette fameuse atteinte rénale aiguë. Ça veut dire que si on a une maladie rénale chronique, je vous rappelle, c'est qu'on a une antériorité. C'est-à-dire que vous êtes sûr que cette maladie rénale, elle évolue depuis plus de 3 mois. Vous avez fait des contrôles. Voilà. Sachant que, j'ai dit, attention, parce qu'on peut avoir des atteintes rénales aiguës sur une maladie rénale chronique. Donc ça, il faut en tenir compte. Et puis, ce qui va vous amener à discuter de la consultation, de l'hospitalisation, ça va être le côté effectivement asymptomatique. J'ai un patient, il a une maladie rénale chronique, il ressent rien du tout parce qu'en fait ça a été fait pour un dépistage ou à la demande d'une assurance. Mais on a des patients, et ça on connaît bien avec le CHT, qui arrivent avec 1500, 2000 de créate.
Ils n'ont jamais été vus par personne. Et en fait, ils ont bien une maladie rénale chronique parce que juste, ça n'a jamais été dépisté. Et c'est souvent des patients jeunes qui arrivent assez altérés ou en OAP. Et là, évidemment, on est dans la maladie rénale chronique, mais on a des critères d'hospitalisation. Et puis encore une fois, le côté social. Et puis après, sur le plan biologique, c'est le fameux DFG. Parce que là, je ne parle plus de créatinine parce qu'on est dans la maladie rénale chronique, je parle vraiment du DFG. La kaliémie, l'acidose, tout ça, ça reste vrai pour les critères d'urgence. Donc juste pour information, vous avez les KDIGO qui sont notre référence et nos recommandations qui sont sortis en 2024 pour la maladie rénale chronique. Et donc vous pouvez les consulter, c'est un peu fastidieux, je crois qu'il y a 198 pages. Mais pour des thématiques particulières, ça peut être intéressant. Ce qu'il faut retenir, je pense, ce soir, c'est la prise en charge en fonction du DFG et du fameux RAC, le rapport sur de l'albuminurie sur la créatininurie. Alors c'est ce fameux rapport que tout le monde déteste parce qu'il existe avec 2 unités, milligrammes par gramme et milligrammes par millimole. Je pense qu'il faut juste avoir le tableau. C'est intéressant parce que ça va vous donner la prise en charge, à savoir est-ce que finalement en vert je surveille mais tout se passe bien. En jaune, je me pose la question d'aller voir le néphrologue et moi je trouve pas ça choquant de voir un néphrologue parce qu'on a une albuminurie, on a éventuellement une diminution de la fonction rénale, même si c'est une consultation, qu'on n'a pas un suivi forcément derrière extrêmement régulier, c'est pas grave, c'est pour amener des messages aux patients de prévention, de suivi, voire de traitement ensuite néphroprotecteur. En orange, ça se discute pas, il faut voir le néphrologue. Et en rouge, là, généralement, on les suit de manière très régulière. Alors, ça c'est un tableau différent, mais pour dire la même chose, c'est le dépistage des MRC. Donc, on identifie les patients à risque, on fait un DFG, on fait ce fameux rapport albumine sur créatinine. On regarde si le DFG est inférieur à 60 ou si ce rapport albumine-sur-créatinine est supérieur à 30 mg par gramme ou 3 mg par millimole. Et éventuellement, s'il y a d'autres marqueurs de maladie rénale. Les autres marqueurs, c'est l'hématurie ou une échographie rénale anormale. Si vous avez ça, donc c'est anormal, vous vérifiez que ce n'est pas une insuffisance rénale aiguë, encore une fois, pas une atteinte rénale aiguë. Et donc, vous êtes bien dans la maladie rénale chronique, vous allez mettre en place généralement un suivi néphrologique et puis les traitements néphroprotecteurs. Si en orange là-bas, vous avez un DFG supérieur à 60, pas d'albuminurie, pas de marqueur d'atteinte rénale, le patient n'a pas de maladie rénale, vous recontrôlerez évidemment s'il est diabétique hypertendu, il va pouvoir éventuellement développer, mais plus tard, une maladie rénale, il faut quand même le surveiller. Et c'est là qu'intervient le fameux DFG. Mais là, j'espère qu'il y a des biologistes. Parce que là, on a un festival de résultats en fonction des laboratoires, ce qui est pas évident du coup, je pense pour tout le monde, de savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces résultats. Donc en fait, le DFG, il a été estimé. C'est pas un DFG mesuré, c'est un calcul. D'accord, c'est une estimation qui reste approximative. Et donc, au fil du temps, ont été développées plusieurs formules de plus en plus précises, et à commencer par la Cockcroft, donc ça c'était en 1976, puis la MDRD en 99, la CKD-EPI basée sur la créatinine en 2009, c'est celle qu'on utilise au quotidien, la CKD-EPI cystatine et la CKD-EPI cystatine créatinine, donc c'est une combinaison, en fait c'est une formule basée sur la combinaison de ces deux marqueurs en 2012. En 2021, les Américains ont voulu se détacher du côté ethnique donc de la race, et donc enlever ce caractère-là en créant une nouvelle formule, mais qui est en fait moins fiable pour les patients européens, donc en fait on l'utilise peu. Et puis en 2023, on a vu apparaître le KFC. Donc le KFC, c'est un groupe qui a voulu réfléchir à des améliorations encore de formules. Et là, c'est intéressant, c'est une formule qui est un peu plus fiable en fonction par rapport à l'âge en fait. Hein, sur les âges extrêmes de la vie, c'est un petit peu plus fiable. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on utilise la C4 et EPI 2009 ou 2012 si on utilise la cystatine, et le KFC. Les autres, on les oublie, et je vais vous dire pourquoi. La fameuse créatinine, donc, que vous connaissez tous, est influencée par en fait différents marqueurs. Donc vous avez la masse musculaire, vous avez l'apport en protéines journalier qui est moindre mais qui est quand même présent. Et puis cette créatinine, elle va être éliminée par les reins.
Sauf que les reins vont l'éliminer avec la filtration glomérulaire, mais également par une sécrétion tubulaire. Donc vous allez, en fait, ça va être faussé. Vous n'allez pas avoir que votre débit de filtration glomérulaire, vous allez aussi avoir la sécrétion tubulaire de créatinine dans votre résultat. Donc on a déjà 3 déterminants qui sont indépendants du DFG, la masse musculaire, les apports protidiques et la sécrétion tubulaire. Donc, cette formule de Cockcroft, elle est clairement à ne pas utiliser. Elle date de 1976. Elle est, alors, quand on voit les chiffres, maintenant qu'on a 10 000 patients dans les études, ça fait un peu peur. Ça a été fait, en fait, sur 534 patients, donc 96% d'hommes blancs. Donc, on voit bien que ce n'est pas hyper représentatif de la population. Les dosages de créatinine n'étaient pas traçables, n'étaient pas standardisés. Et puis, on a estimé donc, la clairance de la créatinine, comme je vous disais, en comprenant la sécrétion tubulaire et pas seulement le débit de filtration glomérulaire. Et puis, ce n'était pas rapporté à la surface corporelle. Donc, on l'oublie. On va utiliser, donc, ce que je vous disais, l'équation CKD-EPI, qui est beaucoup plus pertinente. Vous le voyez, ce n'est pas du tout le même nombre de participants. On est sur 8254 participants pour le développement interne, quasiment 4000 participants pour la validation externe. Et tous ces patients, on a comparé donc, la CKD-EPI à une mesure du DFG par un traceur exogène, dont je vais vous parler après. Mais c'est vraiment beaucoup plus fiable. Alors, fiable, mais ça reste imprécis. Vous avez... Alors, là, je vais peut-être prendre faire ça. Ah, c'est pas ça. Ok. C'est sûr? Non, pas du tout. Ah si, ça y est. Voilà, la CKD-EPI, elle est là, et vous voyez ici les tirets. Donc vous voyez qu'elle est fiable, mais aux âges extrêmes de la vie, elle est quand même moins précise. Et le KFC est ici, un peu plus précis sur les âges extrêmes. Quand je dis c'est assez imprécis tout de même, c'est qu'en fait, hop, voilà, vous avez ici la CKD-EPI, c'est 84% des patients qui ont une imprécision de moins de 30% par rapport à un DFG mesuré. 30%, c'est quand même pas incroyable, mais c'est mieux que la MDRD, puisque c'est 80%. Donc ça veut dire globalement qu'avec la CKD-EPI, on se trompe de plus de 30% pour 16% des patients. La Cockcroft, c'est beaucoup plus d'imprécision. Donc ça reste des DFG estimés, il faut l'avoir en tête. La cystatine, vous en avez peut-être entendu parler, ou peut-être même que vous l'utilisez. Bon, il y a un petit bémol, c'est que c'est payant. Donc pour le patient, je crois que c'est 3 000 francs à sa charge. C'est une molécule qui est en fait produite par toutes les cellules mononucléées de l'organisme. L'intérêt de cette molécule, c'est qu'elle est librement filtrée par le rein. Donc on n'a pas cette fameuse sécrétion tubulaire de créatinine. Elle est réabsorbée ensuite complètement par les cellules tubulaires, donc vous n'en avez pas dans l'urine. Donc c'est un bon marqueur de la filtration glomérulaire. C'est aussi influencé par des marqueurs qui nous embêtent un peu. Pardon. Ici, la dysthyroïdie, l'obésité, le diabète, l'inflammation, des fortes doses de corticoïdes. Donc ça va influencer son dosage. Donc ça ne va pas être parfait non plus, mais c'est je trouve que c'est un élément important quand vous avez un patient, par exemple, avec une masse musculaire extrêmement importante et que vous avez un doute sur le DFG créatinine. Et ce qui est intéressant, c'est de coupler les deux, parce qu'on peut coupler le CKD créatinine et cystatine et vous augmentez encore la précision de 5%. Donc là, il n'y aura plus que 10% des patients qui auront une imprécision de plus de 30% sur le DFG. Vous avez, pour résumer ça, sur ce site que je vous ai noté en bas, c'est assez facile à remplir. Vous mettez donc la date de naissance de votre patient, la date de votre examen, donc ça vous calcule l'âge, la créatinine. Si vous avez fait la cystatine, vous pouvez la remplir aussi. La taille, le poids, le sexe. Et ça va vous mettre en haut ces résultats en EKFC, en CKD-EPI 2009, donc c'est celle qu'on prend, vous oubliez celle de 2021. Et ce que je trouve assez sympa, c'est qu'ils mettent ces courbes qui vont rassurer un bon nombre de vos patients qui ont 80 ans et qui se disent « Oh là là, j'ai une maladie rénale chronique, c'est affreux ». En fait, évidemment, notre DFG baisse avec l'âge. Et donc, c'est naturel d'avoir un DFG un peu plus bas. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une fourchette et de discuter avec votre patient de son résultat.
Le fameux DFG mesuré, en fait, ça c'est l'idéal, c'est la mesure idéale, sauf qu'à part au CHT pour les donneurs vivants, bon, on ne le fait pas, vous allez comprendre pourquoi. Il faut injecter au patient, alors là pour le coup c'est du Yoexol qu'on utilise, l'inuline on ne l'utilise plus. On lui injecte un traceur et puis on va voir la décroissance de ce traceur dans le sang. On va mesurer également le débit urinaire et pendant des heures, on va lui prélever du sang via un cathéter pour vérifier tout ça. C'est forcément chronophage, ça se fait en hôpital de jour, ça demande un temps infirmier. Donc c'est très utile quand on veut être sûr du DFG dans certaines conditions, mais on ne peut pas l'appliquer en pratique quotidienne. Donc ça c'est peu disponible, ce que je vous disais. Et pour revenir donc à notre fameuse maladie rénale chronique, puisque maintenant on sait calculer un DFG, eh bien vous allez devoir, une fois que vous avez ce DFG, faire une recherche étiologique. Alors l'échographie rénale, le bilan complémentaire, en fait souvent vous allez nous l'adresser en consultation et on va faire ce bilan. Mais il y a des choses complètement classiques qui reviennent tout le temps, hein, c'est les règles hygiéno-diététiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un régime pauvre en sel. Ça veut dire une consommation en protéines qui va être moins importante au fil de la maladie rénale chronique, un contrôle des facteurs du risque cardiovasculaire, et surtout adapter la posologie, voire contre-indiquer certains médicaments, parce que là, on a énormément de iatrogénie. Donc ça, c'est extrêmement important. Le traitement spécifique, selon le diagnostic de la maladie rénale, généralement, c'est nous qui le mettons en place. Par contre, vous allez nous poser souvent la question de savoir s'il faut mettre des IEC, des ARA2, des ISGLT2. Et là, je vais vous faire juste un petit mot sur les ISGLT2. Mais oui, effectivement, c'est des traitements qu'on met largement, et je pense que vos patients sont tous soit sous Forxiga, soit sous Jardiance à l'heure qu'il est. Et donc, c'est important de les connaître. Et puis après, évidemment, au fil du temps de nos discussions avec le patient, si la maladie rénale évolue, on va parler de dialyse, greffe, voire de traitement conservateur. Tiffaine vous en parlera en fonction de l'âge du patient et de sa volonté ou non d'avoir un traitement de suppléance. Et puis un petit mot sur ce que disait Noémie, c'est la fameuse équation du calcul du risque de dialyse. En fait, vous avez la créatinine à entrée, le DFG, l'âge, le sexe, et puis l'albuminurie sur la créatinurie, et vous allez avoir un risque à 2 ans et à 5 ans, ce qui peut être à la fois très anxiogène pour le patient, donc il faut clairement bien réfléchir avant de lui parler de ça, et de lui montrer les chiffres, et en même temps ça peut être un peu un électrochoc chez un patient qui se laisse un peu aller, de voir concrètement ce qui peut lui arriver dans les années à venir, ça peut aider. Ça c'est juste pour rappeler les néphropathies initiales, mais Noémie en a parlé. Donc dans la maladie rénale chronique, oui, on va chercher toutes ces pathologies, et vous voyez que dans autres il y a beaucoup de choses, mais effectivement c'est parce qu'on ne peut pas les classer correctement dans la classification, parce que souvent il y a beaucoup de choses qui sont intriquées, la goutte, le diabète, l'hypertension, etc. Et donc on peut, comme on est sincère, si on n'a pas fait la biopsie rénale et qu'on ne peut pas vraiment mettre un diagnostic, on ne va pas dire que c'est du diabète si on n'a pas effectivement fait la biopsie. Donc un mot sur les fameux ISGLT2. Donc en fait, ce sont des cotransporteurs. On a des cotransporteurs. Pardon. Hop. Juste ici. Au niveau des tubules proximaux, on a ce transporteur qui permet en fait de réabsorber de l'urine primitive le glucose et le sel dans le plasma. Nos inhibiteurs, ils vont empêcher ça. Donc on comprend bien que dans les urines, on va avoir du sucre, c'est ce qui se passe avec ces inhibiteurs, mais un passage également de sel. Alors, c'est très intéressant pour nous parce que en fait, ce passage de sel, donc ici on a les inhibiteurs qui sont mis en place, et donc on a le glucose et le sel qui ne sont pas réabsorbés dans le sang mais qui restent dans l'urine. Ce sel, va traverser tous les petits tubes, va circuler dans les tubules et va être détecté ici au niveau de la macula densa. Et vous allez voir en fait à côté de cette artériole, vous allez avoir en fait un rétrocontrôle, et en fait le corps va comprendre qu'il y a beaucoup de sel qui arrive, et donc le débit de filtration glomérulaire pour lui est très important, et donc il faut qu'il le réduise. Comment il va faire ça? En fait en diminuant le diamètre de l'artère qui arrive au rein, et donc ça va effondrer ou diminuer le débit de filtration glomérulaire, ce qui nous arrange pour finalement économiser les reins sur la durée.
Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Mais vous comprenez bien que donc on a cette vasoconstriction de l'artère qui arrive au glomérule grâce à ces inhibiteurs. On met en plus des IEC, des ARA2 parce que nous, on aime bien compléter les choses et ça va vasodilater l'artère qui part du glomérule. Donc vous allez clairement avoir un effondrement de la pression ici de filtration, ce qui est super, sauf que si votre patient il est déshydraté, qu'il a de la fièvre, qu'il prend ses anti-inflammatoires, bon là il n'y a plus rien qui arrive au rein et puis on l'hospitalise parce qu'il fait une insuffisance rénale aiguë, une atteinte rénale aiguë. Donc c'est pour ça que je vous disais, n'ayez pas peur d'arrêter ces traitements en cas d'atteinte rénale aiguë. C'est vraiment des protecteurs sur le long terme. Pour réfléchir, pour finir, à la stratégie et puis au diagnostic et à la prise en charge, je pense que c'est vrai que c'est bien de communiquer avant tout, ensemble, discuter des dossiers. Il ne faut pas quand même se passer des nouveaux outils. ChatGPT, Consensus, c'est une application que vous pouvez mettre qui est sûrement plus rassurante que ChatGPT parce que ça va vous donner, je vais vous montrer. Donc c'est comme ChatGPT, vous pouvez dialoguer avec, sauf qu'il vous donne des réponses avec en plus les petits 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, qui en fait sont les références qu'il va retrouver dans PubMed. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que moi je lui ai posé la question pour tester Consensus, quelle formule utiliser pour calculer le débit de filtration glomérulaire. Donc il me répond bien qu'on utilise la CKD-EPI ou le KFC, donc tout ça n'est pas faux. Il me met bien en bas que les formules combinées créatinine et cystatine améliorent encore la précision. Et puis il me met les références qui sont exactes, c'est-à-dire les recommandations. Donc il faut vraiment utiliser ces outils. Sachant qu'en plus les patients commencent à l'utiliser, donc ça permet de discuter avec eux et de leur donner des bonnes sources d'informations. Et pour terminer, juste les nouveaux enjeux en néphrologie en Calédonie, et sûrement que Tiffaine va vous en parler. Pour nous, c'est le vieillissement de la population, donc avec une population plus âgée, avec un bénéfice de la dialyse qui peut des fois être interrogé. En tout cas, on va être extrêmement dans une démarche personnalisée. Discuter éventuellement du traitement conservateur avec les patients, à savoir pas de dialyse, pas de greffe, mais pas d'abandon non plus. Donc clairement, il faut qu'on prenne en charge ces patients avec une prise en charge adéquate. Alors en France, ils ont carrément des unités de traitement conservateur où il y a une diététicienne, une psychologue, etc. On n'a pas tout ça en Calédonie, mais avec nos moyens, on arrive quand même à les suivre très régulièrement. Et voilà, ça peut être une option, sachez que ça existe. La néphro-oncologie est quand même en plein développement parce qu'on a des patients qui sont très bien soignés maintenant pour leur cancer, avec des maladies qui sont devenues des maladies chroniques. Donc on a des patients qui vivent non plus 6 mois mais 10-15 ans et qui vont avoir des scanners injectés, des immunothérapies, des chimiothérapies et qui vont développer des maladies rénales. Et donc on va devoir gérer ces patients également en consultation. Je me pose un peu la question de l'évolution sur la Calédonie parce qu'avec ce qui s'est passé, on a vu Noémie qui nous présentait les chiffres avec cette belle diminution des patients en dialyse, parce qu'on avait fait tous les efforts de prévention, d'information. On a un peu une vague là qui repart parce qu'effectivement il y a du retard dans les consultations, parce que les patients sont loin, qu'ils n'ont pas forcément accès aux soins. Donc à voir pour la suite. Et puis quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, mais qui est vraiment une constante chez nous, c'est la peur d'en parler, la peur de voir le néphrologue, la peur de la dialyse. Donc des ruptures de suivi, des inobservances. Et voilà, ça je pense que c'est vraiment entre nous, médecins traitants, néphrologues, etc., qu'il faut discuter du suivi des patients pour les ramener dans le circuit. Et je vous remercie. Bonsoir, donc je suis Tiffaine Roger, je suis médecin néphrologue au CHT. Donc je vais vous présenter le parcours du patient insuffisant rénal chronique une fois qu'il nous a été confié. Donc cette première diapositive va résumer un petit peu de quoi on va parler pendant le topo. Donc face à une insuffisance rénale chronique évolutive, il va être important d'anticiper le besoin de suppléance afin de préparer le patient, faciliter la décision de mode de suppléance ou du traitement conservateur en concertation avec le patient. Ensuite, si le patient s'oriente vers un traitement de suppléance, il faudra le préparer à la dialyse ou le préparer à la greffe. Et s'il s'oriente vers le traitement conservateur, l'accompagner.
Donc je parle d'anticipation, c'est primordial. On sait qu'un patient qui va arriver en référence tardive sera un patient pour lequel la mortalité, une fois arrivé en dialyse, sera plus importante. Donc anticiper, ça veut dire qu'il faut que le patient déjà soit suivi. Donc quand on parle d'anticipation, quand est-ce qu'on doit aborder les choses? Quand est-ce qu'on doit parler du traitement de suppléance? Les KDIGO nous donnent des éléments de réponse. On nous dit qu'il faut commencer à parler de greffe ou envisager la création d'un abord de dialyse lorsque le DFG est inférieur à 15-20 ml par minute. Les KDIGO nous disent également que l'initiation de la dialyse doit se faire sur une évaluation globale. Donc on doit prendre en compte les symptômes du patient, sa qualité de vie, les préférences du patient, ce qui est important, que ça soit signalé dans les KDIGO, et en dernier lieu, le DFG et les anomalies de laboratoire du patient. Enfin, on va nous dire qu'il est évident de commencer la dialyse quand on a des symptômes de l'IRC, quand on a des troubles hydroélectrolytiques résistants au traitement médicamenteux, ou une surcharge hydrosodée, encore une fois résistante au traitement médicamenteux. Donc ça, c'est évident pour les KDIGO, c'est évident pour les néphrologues, c'est moins évident pour le patient, pour lequel le temps de préparation est important et difficile. Donc, le temps de l'annonce, le moment où on va annoncer au patient qu'il y aura besoin d'un traitement de suppléance, c'est vraiment souvent vécu comme un bouleversement par le patient. Là, j'ai représenté les vignettes qu'on utilise lors de notre réunion d'information collective sur la dialyse. On demande aux patients de choisir la vignette qui les représente le plus au moment de la réunion. Et j'ai mis celles qui sont les plus fréquemment choisies. Donc en fait, les patients sont en général perdus, bouleversés. Ils n'arrivent pas à choisir, ils ne savent plus où ils en sont. Donc c'est vraiment un moment important et qu'on essaie de rendre moins difficile par un accompagnement multidisciplinaire. Donc on est avec les médecins, les infirmières, on appelle les diététiciennes, l'assistante sociale qui a un rôle aussi important parce que la mise en dialyse, un projet de greffe va entraîner un bouleversement notamment dans les vies professionnelles. On peut également faire appel aux psychologues. Donc nous, ce qu'on propose en Calédonie sur les 3 structures ATIR, UDNC et CHT, quand on a besoin d'aborder la question de la dialyse, on va leur proposer des réunions collectives ou individuelles sur la dialyse. Quand on veut parler de greffe avec le patient, on a des consultations pré-greffe dédiées dans tous les centres, UDNC, ATIR et CHT. On est en train de monter également des réunions collectives d'information sur la greffe. Et quand le patient s'oriente vers le traitement conservateur, on en reparlera tout à l'heure, mais il est également important qu'on puisse lui proposer une information sur la dialyse et éventuellement une rencontre avec l'équipe de soins palliatifs. Donc avec cette prise en charge multidisciplinaire, on peut vraiment aider le patient à ce que ça soit moins difficile. Mais on s'aperçoit souvent que le véritable aidant se révèle être le patient lui-même. On fait beaucoup appel aux patients témoins. Donc le patient témoin, c'est un patient dont l'expertise repose en fait sur sa propre expérience. C'est des gens qui sont passés par là et qu'on va solliciter à différentes étapes de la prise en charge du patient. Donc ça peut être leur demander de passer dans la chambre du patient qui est hospitalisé, ça peut être leur demander de passer en dialyse, rencontrer un patient qui vient d'être mis en dialyse. Ils participent aussi aux réunions d'information sur la dialyse et on s'aperçoit que la parole du patient souvent est mieux reçue ou mieux entendue que celle du médecin. Donc c'est vraiment un rôle clé dans la prise en charge. Donc une de nos missions, c'est donc de lutter contre les préjugés et les idées fausses autour des traitements de suppléance qui sont assez nombreuses. Donc là, c'était sur l'anticipation, la préparation. On va passer donc la préparation de la greffe. Donc, à qui on parle de greffe? Donc, quand on regarde les contre-indications de l'HAS 2015, on s'aperçoit que finalement, il n'y a pas beaucoup de contre-indications à la greffe. Parce qu'en fait, il y a le cancer, l'hémopathie évolutive, des comorbidités cardiovasculaires ou respiratoires qui empêchent l'anesthésie générale, les troubles psychiatriques non stabilisés, dépendance à l'alcool, démence avérée évoluée, l'obésité avec des IMC quand même supérieurs à 50 et un âge supérieur à 85 ans.
Donc quand on voit ces contre-indications qui sont officielles, on se dit que finalement, dans notre population de patients insuffisants rénaux, on peut parler de greffe quasiment à tout le monde. Ce qui va être très difficile à ce moment-là, ça va être d'évaluer la motivation du patient. En fait, un projet de greffe, c'est un peu un parcours du combattant. Il y a beaucoup d'examens à réaliser. Parfois, des examens qu'on doit répéter, parce que si le patient est inscrit depuis 2 ans, il faut répéter les examens réalisés 2 ans auparavant. Et puis, une fois que le patient est greffé, il faut qu'il accepte les risques de la greffe, le risque opératoire, les risques infectieux, néoplasiques. Et puis enfin, il faut qu'on ait affaire à quelqu'un qui ait beaucoup de rigueur dans sa prise en charge, dans son suivi et dans l'observance. Donc c'est crucial pour nous, néphrologues, de savoir évaluer la motivation du patient. Mais en réalité, on n'a pas vraiment de critères pour l'évaluer. Donc c'est vraiment quelque chose, un élément clé, mais vraiment difficile à faire au quotidien. La greffe, donc j'ai mis un petit schéma juste pour illustrer qu'en fait c'est un 3e rein. On ne réalise pas de néphrectomie au préalable, on rajoute un rein, donc en général en fosse iliaque droite, avec une double anastomose vasculaire, veineuse et artérielle, et une anastomose sur la vessie. Donc toujours, un néphrologue va préférer pour son patient un projet de greffe par rapport à la dialyse. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la greffe, elle sera meilleure en termes de qualité de vie, mais également en termes d'espérance de vie. Donc quand on peut, on greffe. Donc nous, ce qu'on aime en tant que néphrologue, c'est les greffes préemptives. Donc ça veut dire une greffe sans passer par la case dialyse. Donc c'est quelqu'un qu'on va suivre en consultation et qu'on va greffer. Et ce qu'on aime également, c'est les greffes donneurs vivants. Donc ce sont ces greffes-là qui permettent en fait d'avoir des espérances de vie de greffons les meilleures. Donc quand on peut, on fait du préemptif et du donneur vivant. Les complications de la greffe, donc elles sont, j'en ai retenu 2, les complications infectieuses et néoplasiques. Donc la complication infectieuse, ça va être surtout la première année. Ça sera vraiment l'année à risque, parce que c'est là qu'on aura le plus d'immunosuppresseurs. Donc les greffés sont plus à risque de faire des infections et des infections plus graves. Ça peut être des infections communes, des pneumonies, des pyélos, comme tout le monde, mais ça peut être également des infections opportunistes. On essaie d'être très rigoureux sur les vaccins. Donc avant de se lancer dans le projet de greffe, on essaie d'avoir un calendrier vaccinal à jour. On les vaccine aussi contre le zona, contre le pneumocoque. Et tout le long de leur suivi, on essaie toujours de maintenir le calendrier vaccinal du greffé à jour, à cause de ce risque infectieux. La deuxième complication notable de la greffe, c'est le cancer. Donc par rapport à la population générale, les greffés auront plus de cancers. Donc quasiment tous les cancers vont être surreprésentés dans la population de greffés. Les plus importants, ceux où vraiment les scores vont exploser, ça va être les cancers viraux induits par les virus. Donc il y a plus de cancers chez les greffés, mais il y a également plus de mortalité liée au cancer, donc des cancers plus fréquents et plus graves. Juste un petit écart sur le médicament. Donc moi je dis toujours aux patients, un médicament en greffe, c'est tous les jours, sans oubli et à vie. Donc là, pour illustrer un peu la difficulté parfois de l'observance, parce que c'est vrai, on dit les gens ils prennent pas mal leurs médicaments. Donc là, j'ai reproduit une ordonnance. Donc là, c'est un sujet jeune, il a 40 ans, il n'a pas trop comorbide. Donc c'est son ordonnance de greffe. Il prend 6 cachets par jour. Là, c'est une autre patiente. Elle est un petit peu plus âgée, elle a un peu plus d'ancienneté de greffe, un peu plus comorbide et c'est pas la pire. Elle prend 24 cachets par jour. Donc là, on comprend bien, quand on doit prendre 24 cachets par jour, que c'est pas facile. Et c'est surtout très facile d'oublier, c'est facile de se tromper. Et en fait, l'observance, c'est vraiment c'est difficile. Il y a des études anciennes qui montraient qu'au bout d'1 an de greffe, c'était 50% des patients qui avaient des défauts d'observance. Donc c'est rapide. La première année, en général, les gens font tout bien, puis après, on se relâche. Donc nos alliés, le pilulier. Donc normalement, nos greffés, ils sortent tous avec un pilulier. Ça permet de ne pas se tromper, de ne pas prendre 2 fois, de prendre au moins 1 fois. Et après, toutes les astuces sont les bienvenues, les alarmes, tout. On essaie
À chaque fois, parler d'observance à chaque consultation. Vous en êtes où avec les médicaments? Comment ça se passe? L'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre que jusqu'au bout, il ne faut pas d'oubli, pas d'oubli, pas d'oubli. Sur les traitements de la greffe, attention aux interactions. Donc, ils ont beaucoup de médicaments. Il y a des médicaments qui ont eux-mêmes beaucoup d'interactions, notamment les anticalcinurines, la rapamune. Donc, jamais introduire un médicament chez un greffé sans s'interroger du risque d'interaction. Donc ça peut être en demandant au néphrologue ou en regardant sur le Vidal. Donc là, on a parlé de préparer la greffe et donc préparer la dialyse. Pourquoi il faut préparer la dialyse? Parce qu'il faut avoir un abord fonctionnel pour pouvoir débuter la dialyse. Donc on parlera juste après des 2 techniques de dialyse, que sont l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Mais pour les 2 techniques, il faut au préalable avoir un abord fonctionnel. Donc pour l'hémodialyse, il faut avoir une fistule artério-veineuse. Donc une fistule artério-veineuse, c'est tout simplement une grosse veine qui aura été créée par le chirurgien. Donc on va prendre une veine du bras ou de l'avant-bras qu'on va rattacher à une artère. Elle va acquérir le débit de l'artère et donc grossir et permettre d'être ponctionnée de manière itérative et d'avoir des bons débits. Le cathéter de dialyse péritonéale, lui, donc c'est ce qui va permettre de faire la dialyse péritonéale. Il va être inséré sous-âgé ou par rachianesthésie par le néphrologue ou le chirurgien viscéral. Donc tout ça, ça nécessite quelques semaines, voire quelques mois de préparation. Donc c'est vrai que quand le patient arrive en référence tardive avec 2000 de créate, eh ben, il aura droit à un cathéter avec toutes les complications qui vont avec. Et on le sait, les chiffres sont là, une mortalité qui sera plus importante. Donc la dialyse, donc le message important, c'est de dire que la dialyse péritonéale équivaut à l'hémodialyse en termes d'efficacité ou de complications. Ça veut dire que si vous avez un patient qui se pose la question d'une technique ou d'une autre, finalement c'est son choix qui doit dominer. Il n'y a pas de différence, on ne se trompera jamais en choisissant une des 2 techniques. L'hémodialyse est surreprésentée, c'est aussi parce qu'il y a certainement un biais médical qui fait qu'on propose plus facilement l'hémodialyse de manière générale. Alors, pour faire vraiment très brièvement sur les 2 techniques, et pour schématiser, donc la dialyse péritonéale, on va se servir d'un filtre naturel qu'on aura à l'intérieur du corps, le péritoine, alors que l'hémodialyse, on va avoir un filtre artificiel qui sera en dehors du corps. Donc la dialyse péritonéale, on va rentrer du liquide propre dans le ventre, les échanges vont se faire, on va absorber les déchets et ressortir du liquide sale. Pour la dialyse, c'est le contraire. On sort le sang sale, il va dans le générateur et le filtre, et on rend du sang propre. Donc c'est l'inverse. Donc 2 techniques qui sont totalement différentes. Chacune a ses avantages ou ses inconvénients, et sont ce qu'on essaie de présenter aux patients lorsqu'ils viennent nous voir en réunion pour les aider à choisir entre l'une ou l'autre. En tout cas, jamais ils peuvent se tromper, elles ont la même efficacité. Donc le traitement conservateur, ça sera les soins qu'on va proposer aux patients en cas de renoncement au traitement de suppléance. Donc c'est le patient qui ne voudra ni être dialysé ni greffé. Donc c'est différent du patient pour lequel il y aura impossibilité de traitement de suppléance, et c'est différent également de l'arrêt de la dialyse. Le traitement conservateur, ça doit être une décision partagée entre le néphrologue et son patient. J'ai juste remis sur cette diapositive quelques réalités sur le traitement de suppléance pour comprendre pourquoi on peut être amené, nous, en tant que néphrologue, à proposer un traitement conservateur. Quand on regarde 2 indices importants, qualité de vie et espérance de vie, on s'aperçoit déjà sur la qualité de vie qu'un dialysé aura une qualité de vie inférieure à un greffé, qui aura lui-même une qualité de vie inférieure aux gens de la population générale. Ça veut dire que quand on propose un traitement de suppléance à un patient, on ne va pas réussir à corriger les symptômes, la totalité des symptômes de l'insuffisance rénale. Donc, ce qui aura un impact sur sa qualité de vie. Sur l'espérance de vie, on s'aperçoit que l'espérance de vie des patients qui ont une maladie rénale chronique, traitée par une méthode de suppléance, elle est réduite. Et ça, quel que soit l'âge. L'écart est par contre important entre la greffe et la dialyse. La survie sera plus importante et nettement plus importante en greffe que par rapport à la dialyse. Donc j'ai mis
juste des chiffres parce qu'ils sont marquants et ça montre la sévérité et la gravité de la maladie rénale. Si vous avez une femme de 40 ans, si elle fait de la dialyse toute sa vie, elle aura une espérance de vie de 11 ans. Donc elle peut donc espérer vivre jusqu'à 51 ans. Si cette personne est si elle est greffée et si elle reste toute sa vie avec un greffon fonctionnel, elle aura une espérance de vie de 21 ans. Donc elle pourra espérer vivre jusqu'à 61 ans. Par rapport à la population générale, où l'espérance de vie d'une femme de 40 ans, ça sera de 46 ans. Donc on voit que la maladie rénale reste une maladie grave. Ce qui est important de voir, c'est que la probabilité de survie, évidemment, va être dépendante de l'âge. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. Donc là, c'est les courbes de survie dans la population après la mise en route d'un traitement de suppléance. On s'aperçoit que dans le groupe 45-64 ans, la médiane de survie, ça sera 10 ans. Ça veut dire que quand on commencera une technique de suppléance chez quelqu'un qui aura cet âge-là, au bout de 10 ans, il y aura 50% qui sera décédé. Dans le groupe de plus de 75 ans, c'est au bout de 2 ans qu'on aura 50% des gens qui seront décédés. Ça veut dire que la population âgée de plus de 75 ans est vraiment une population pour laquelle il faut s'interroger sur l'intérêt d'un traitement de suppléance. Face à un patient qu'on estime fragile, il va falloir essayer d'évaluer sa fragilité. Donc le traitement de conservateur, ça va surtout concerner les patients âgés, en réalité. C'est là qu'on aura le plus de problèmes pour décisionnels. Quelqu'un qui aura une maladie grave, incurable, ça sera finalement plus facile. Quelqu'un qui aura une maladie psychiatrique également. Et c'est également beaucoup plus rare. Donc il faut essayer d'évaluer son patient. Donc les gériatres peuvent nous aider. Le docteur Quirin a une certaine expertise sur l'évaluation du patient âgé et la mise en dialyse. On peut demander au psychiatre. Et il y a des scores pronostiques qui ont été faits. Et donc, vous voyez, les scores pronostiques, la maladie rénale est tellement grave qu'on fait des scores pronostiques à 3 mois. Quel est le risque que mon patient décède dans les 3 mois suite à l'initiation de la dialyse? Donc ça montre bien que chez un sujet âgé, la dialyse peut précipiter même les choses. Quand on a un patient pour lequel on estime qu'il y a une certaine fragilité, on doit l'informer. On doit informer le patient, on doit informer sa famille et ses aidants. Ça doit vraiment être une prise en charge globale. Il faut l'informer du pronostic de sa maladie. Il faut l'informer du risque évolutif de son insuffisance rénale. Quels sont les symptômes qu'il risque de voir apparaître? Il faut également qu'il soit informé sur les traitements qui existent, les traitements de suppléance qu'il existe, qu'il sache qu'il y a la dialyse et qu'il puisse se prononcer sur sa volonté ou non de faire la dialyse. Une fois que le patient a décidé de s'orienter vers un traitement conservateur, dans ces cas-là, il faut poursuivre un suivi régulier. Comme disait Caro, il n'y a pas d'abandon. C'est des gens qu'on suit, qu'on continue à suivre et on les voit même plus souvent que les autres parce que finalement, c'est des patients qui sont fragiles, qui ont des insuffisances rénales sévères. Et donc, c'est des patients que des fois, moi, je me retrouve à voir tous les 15 jours pour adapter les doses de diurétiques, pour voir comment ils vont et réévaluer les choses. C'est des patients pour lesquels on va proposer tout l'arsenal thérapeutique qu'on va proposer aux autres insuffisants rénaux pour ralentir l'évolution de la maladie et traiter les symptômes, que ce soit le PO, les chélateurs, les diurétiques, etc. Et donc, dans la prise en charge des patients en soins conservateurs, c'est vraiment très intéressant de travailler avec l'équipe de soins palliatifs qui ont cette habitude et des fois on fait des suivis alternés. Donc, bonsoir, moi je suis Thomas Lamy, un des néphrologues du CHT. Donc vous inquiétez pas, c'est la fin de journée, ça va être très léger, pas vous fatiguer. Voilà, donc la greffe en Calédonie, elle a commencé avant 2013, les greffes étaient réalisées donc en métropole. Les patients partaient en métropole pour se faire greffer. À partir de 2013, donc ils vont se faire greffer en Australie. Pour les donneurs vivants, donc ils partaient avec leur conjoint ou quelqu'un de la famille, le donneur vivant en Australie, se faisait greffer en Australie. Et pour les donneurs décédés, donc les donneurs décédés étaient prélevés ici. Les reins étaient mis dans la glacière et les 2 patients partaient avec la glacière en Australie pour se faire greffer. En décembre 2019, du coup, il y a eu la première greffe locale donneur vivant avec le professeur Méjean de Paris. Donc Kader Saïdi a participé à l'opération. Et ensuite, 2020, la greffe locale comme des grands avec nos urologues. Alors, la greffe a été possible en Calédonie grâce au CHT, à la coordination de greffe.
et également grâce à nos urologues, hein, on les remercie, donc notamment Kader Saidi qui est à l'origine du programme local, qui a été formé en métropole avec le professeur Méjean pendant plusieurs mois pour la greffe d'honneur vivant. Et il a été donc pour la greffe locale, donc c'est lui le coordinateur. Il a été rejoint rapidement par Nicolas Merzeau. Il y a eu Michel Lacour donc, qui a surtout participé au prélèvement des donneurs vivants par célioscopie. Donc, Michel, maintenant, il est en retraite. Et plus récemment, Vincent Foulonneau qui a rejoint l'équipe d'urologues. Donc voilà, c'est agréable de travailler avec eux parce qu'on peut discuter. Des fois, par exemple en métropole, vous avez des urologues qui ne vont pas greffer des patients avec un IMC supérieur à 35 parce qu'ils sont trop gros, la chirurgie est difficile. Et c'est vrai que nous, parfois, on est amené à leur dire, bon, bah là, ce patient-là, il a 40 ans, il a un IMC à 40, ok, ça va être compliqué pour la chirurgie, mais à côté de ça, il n'est pas diabétique. Et clairement, ce patient-là, il maigrira jamais, donc soit il reste sa vie en dialyse, soit tu le greffes maintenant. Et donc, ils nous écoutent, ils y vont. Pour eux, c'est des chirurgies un peu difficiles parce qu'ils ont les mains voilà, au fond du gras. Mais au final, ça se passe bien. Le risque, c'est éventuellement l'infection de cicatrices, mais c'est des patients qui, sur le long terme, vont bénéficier de cette greffe et vont mourir moins jeunes. Donc voilà, c'est en tout cas une équipe qui est à l'écoute et on peut discuter des patients. Alors vous voyez que les patients calédoniens, en 20 ans, on a augmenté leur accès à de plus en plus de greffés au fil des ans. Donc là, il y a un diagramme très intéressant avec plein de couleurs. À partir de 2020, donc vous avez la greffe qui débute localement en Calédonie. Donc vous voyez que la couleur verte apparaît. La couleur verte, c'est les donneurs décédés, c'est les greffes à partir de donneurs décédés à Nouméa. Et vous avez la couleur jaune, c'est les greffes à partir de donneurs vivants à Nouméa. Donc à partir de 2020, vous avez la couleur bleu foncé disparaît, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de greffes à donneurs décédés en Australie. Et vous voyez que principalement, c'est des greffes faites localement. Sur les 3 dernières années, on voit aussi que les greffes en métropole, en bleu ciel, diminuent aussi en passant de 37 à 26%. Le donneur vivant, donc vous voyez en vert clair, c'est les greffes donneurs vivants faites en Nouvelle-Calédonie. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est 3-4 par an. Certes, c'est pas beaucoup, mais si on prend en pourcentage de greffes, ça représente quasiment un tiers des greffes faites localement. Donc c'est quand même beaucoup parce qu'en France, ils sont qu'à 15-16% de greffes donneurs vivants. Et pourquoi le donneur vivant, c'est important? Parce que quand on reçoit le rein de quelqu'un de la famille, forcément, c'est mieux compatible. Le rein, il va durer plus longtemps. C'est des reins qui sont bien. Et voilà, donc c'est important. Alors vous allez entendre parler de greffes DVA ou DVNA. DVA, ça veut dire donneur vivant apparenté, donc c'est quelqu'un de la famille. DVNA, c'est un donneur vivant non apparenté, donc souvent c'est le conjointe. Voilà. Cas particulier, si vous avez un patient originaire du nord de la France, donc là son épouse veut lui donner un rein, donc dans le nord de la France, forcément l'épouse c'est aussi la sœur, c'est plus compliqué. Désolé. Je fais juste une petite vidéo de 30 secondes. Je sais pas s'il y a Internet. Il n'y a pas Internet? J'en sais rien. Vous m'avez pas dit. Il y a Internet ou pas? Il y a Internet? Sur ah, mais il faut se connecter. Ouais. Après, c'est pas... c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'était vraiment rapide. Vous avez vu l'image de Tiphaine? Vous avez vu l'image de Tiphaine avec les 3 reins. L'image de Tiphaine avec les 3 reins. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment de la greffe, le chirurgien aussi met une sonde Gigi entre le greffon et la vessie pour protéger l'anastomose urétéro-vésicale. Et cette sonde Gigi est retirée 1 mois plus tard à la clinique en ambulatoire une fois que l'anastomose urétéro-vésicale a bien cicatrisé pour éviter le risque d'urinome. Les contre-indications à la greffe, Tiphaine en a parlé également. Je reviens sur la maladie psychiatrique non stabilisée. Pourquoi? Parce qu'en post-greffe, on bombarde de corticoïdes. Donc un patient qui n'est pas stabilisé au niveau psychiatrique peut faire une décompensation psychiatrique. Aussi un point important, c'est évaluer l'observance ou l'hypno-observance prévisible du patient. Donc clairement, un patient, par exemple,
qu'on prend en urgence pour une néphropathie diabétique en dialyse, on lui pose un cathé, un patient qui ne prenait pas ses traitements, qui ne venait pas aux consultations, on ne va pas le greffer bien sûr dans le mois qui suit, on va attendre de l'observer, voir comment il réagit pour essayer de... voilà, faut pas qu'il nous arrête ses traitements pendant la greffe. Alors ça c'est compliqué, des fois on se fait souvent avoir, parce que certains patients non observants en dialyse, ils vont être greffés, en fait ils vont se révéler, ça veut dire qu'ils vont comprendre que c'est important, ils vont bien prendre leur cachet, puis on a des grandes surprises. Et au contraire, des gens que, voilà, on va à la greffe sans souci, on se dit ça, il n'y aura pas de problème. Et un an plus tard, ils redébarquent, ils ont arrêté leur traitement depuis 3 semaines. Ils retournent en dialyse et à vie. Voilà. Donc ça, c'est difficile et on n'a pas beaucoup de marqueurs pour... Donc comme dit Tiffaine, à part en parler à chaque consultation, à rappeler l'importance de l'observance. Voilà. Un petit point clé pour les médecins traitants. Bon, ça, vous savez, pas d'AINS chez l'IRC. Et juste quand vous voyez un greffé en consultation pour un problème infectieux, il y a quelques traitements qu'il faut éviter de donner parce qu'il y a des interactions avec les anticalcinurines, notamment l'advagraphe. Ça va diminuer ou augmenter les concentrations d'advagraphe. Donc, il ne faut pas leur donner de piostacine, pas de clindamycine, pas d'érythro, pas de Rifan. Voilà. Par contre, vous pouvez utiliser les pénicillines, dans les macrolides, le pyramycine qui a peu d'interaction, les quinolones, le Bactrim, pour les 2 derniers bien adaptés au DFG en utilisant le GPR. Bon, maintenant qui est payant, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc les bénéfices de la greffe, Tiffaine l'a dit, c'est l'espérance de vie. Là, c'est un diagramme très intéressant où vous voyez par tranche d'âge à quel âge chaque patient débute la dialyse ou la greffe. Donc pour chaque tranche d'âge, vous avez en bleu l'espérance de vie chez quelqu'un en bonne santé. En rouge, l'espérance de vie si le patient en insuffisance rénale chronique stade 5 commence est greffé rapidement. Et en vert, si il reste en dialyse. Donc on va zoomer sur 2 tranches d'âge. Par exemple, à gauche, vous avez quelqu'un de 35 ans. En population générale, si vous avez 35 ans, en moyenne, vous vivrez encore 50 ans. Si votre patient il a une insuffisance rénale chronique stade 5, il a 35 ans, si vous le greffez rapidement, vous allez lui donner une espérance de vie moyenne de 28 ans. Par contre, si vous le laissez en dialyse pour quelconque raison, vous allez diviser par 2 son espérance de vie prévisible. Si on prend un patient de 50 ans, en population générale, il a 36 ans encore à vivre en moyenne. Si c'est un patient en insuffisance rénale chronique stade 5 et que vous le greffez rapidement, vous allez lui permettre d'avoir une espérance de vie en moyenne de 17 ans. Voilà. Et par contre, si vous le laissez en dialyse, vous lui faites perdre 10 ans. La qualité de vie, bon, j'y reviens pas forcément, on vit mieux en greffe qu'en dialyse. Il y a aussi un côté économique. La dialyse, ça coûte très cher. L'hémodialyse, donc vous avez quand même 3 séances par semaine toute l'année, donc vous avez du temps infirmier, du temps médical, vous avez beaucoup le rein artificiel qui est jeté à chaque dialyse, vous avez les tubulures, vous avez les ambulances ici c'est des limousines, donc ambulance 3 fois par semaine toute l'année, et donc forcément, en fait ce qu'on dit c'est qu'un greffé au bout d'1 an, il coûte moins cher à la société qu'un patient en hémodialyse. Donc au bout d'1 an, vous êtes rentable au niveau économique. Et bien sûr, depuis qu'il y a la greffe locale, ça coûte moins cher que d'envoyer les patients en Australie. Il y a aussi un côté écologique. L'hémodialyse, c'est pas du tout écologique. Vous avez donc, comme je dis, à chaque séance, vous jetez du plastique, des tubulures, du rein artificiel, 3 fois par semaine. Le dialysa, on utilise 120 litres de dialysa par séance de dialyse. Donc 120 litres d'eau qu'on jette à chaque séance de dialyse pour chaque patient, 3 fois par semaine dans l'année. Voilà. Et bien sûr, les transports, surtout notamment en brousse, où le centre de dialyse est loin de la maison, donc ça fait 3 allers-retours par semaine toute l'année. Les perspectives en Nouvelle-Calédonie, donc au niveau chirurgical, c'est d'augmenter un peu la complexité en passant par exemple à des donneurs vivants avec 2 artères. Je crois qu'ils en ont déjà fait un. Voilà, c'est un peu plus compliqué pour eux. Nous, au niveau médical, peut pas trop augmenter la complexité, c'est assez standardisé. On a déjà fait des greffes ABO incompatibles, c'est-à-dire qu'un donneur, par exemple de groupe A, va donner à un receveur de groupe O. Bon, c'est assez simple. Parfois, vous êtes obligé de faire un peu d'échange plasmatique, un peu de rituximab, mais généralement, ça se passe bien. Voilà. Et puis, on a aussi l'échange de paires entre donneurs vivants. Donc ça, c'était fait avant avec l'Australie. Et puis Véro, que vous allez entendre après, est en train de rediscuter avec la métropole. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous avez une épouse qui veut donner à son mari, mais ils ne sont pas compatibles, vous êtes bloqué. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils aillent en France avec un autre couple qui, eux, ne sont pas compatibles et vous faites un don croisé.
vous échangez. Donc c'est le même jour, il faut que tout le monde soit rodé, parce que le même jour, vous faites les 2 prélèvements, les 2 greffes. Vous ne pouvez pas faire sur 2 jours décalés, parce que s'il y en a un entre deux qui dit bah, « moi je veux plus », ben, voilà. Et voilà, c'est une sorte d'échangisme, si vous voulez. Voilà, ça aurait plu à Strauss-Kahn. Alors là, c'est mon petit... c'est juste un truc brièvement qu'on a commencé. Un truc qui m'excite, mais bon, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'est juste pour vous en parler. Il y a quelques mois, j'étais à Fidji en vacances, bon, plonger avec les bulldogs, ça c'est chouette. Et je demande aux gens, du coup, et vous avez l'hémodialyse ici? Oui, on a l'hémodialyse. Et la greffe, la greffe, il n'y a que les riches qui vont se faire greffer en Inde. Bon. En fait, comment ça se passe en Fidji? Si vous voulez vous faire greffer, vous allez en Inde et le gouvernement fidjien vous paye le billet d'avion. Voilà. Et donc, j'en parle à Kader en rentrant. Je lui dis, tu voudrais pas qu'on monte un truc avec les Fidjiens pour les greffer, tout ça, ou en tout cas lancer un programme de greffe et qu'au bout de 2-3 ans, ils soient autonomes. Donc Kader, bien sûr, toujours oui, pas de souci. Voilà. Donc on fait une visio avec les néphrologues fidjiens. Donc eux, ils sont motivés aussi. Ils disent oui, pourquoi pas. Puis bien sûr, le problème, c'est l'argent, parce qu'en Calédonie, la santé coûte beaucoup plus cher et on ne peut pas faire ça gratuitement. Donc si on veut faire un programme de formation, former leurs urologues, leurs néphrologues pour qu'après ils soient autonomes, il faut un peu d'argent. On était un peu bloqués. Et le hasard fait qu'il y a quelques mois, il y a un professeur de Thaïlande, je ne vous donne pas son nom parce que vous prenez 15 lettres, vous les mélangez, c'est ça. Et il me dit, qui fait partie donc, de la Société internationale de néphrologie, il fait partie du bureau du Pacifique, et il me dit, on a des programmes via l'ISN qui permettent justement d'accompagner des États qui veulent développer des programmes avec un pays qui fait déjà de la greffe, un autre qui veut en faire. Et donc, on verra si on postule à ce programme de partenariat entre pays pour essayer de développer ça. Voilà, donc vous voyez, dans le monde, il y a eu plusieurs partenariats dans le monde entier entre des pays qui font déjà la greffe et des pays qui veulent développer la greffe et qui ont fonctionné. Le futur, c'est la xénotransplantation. C'est quoi la xénotransplantation? C'est un humain qui reçoit un organe non humain. Alors pourquoi la xénotransplantation? C'est un besoin parce que dans le monde, on manque d'organes. On manque d'organes. C'est pour ça que les gens attendent longtemps sur liste d'attente de greffe. Le cochon, vous savez qu'on est très très proche du cochon. Il suffit de regarder vos enfants manger à table, on est vraiment proche. Et le cochon, il a des organes qui sont anatomiquement très proches de l'humain. Donc c'est pas n'importe quel cochon. Vous ne lancez pas dans l'élevage de cochons, dire je vais faire fortune dans la greffe, il faut du cochon génétiquement modifié. Et voilà, les risques par contre de la xénotransplantation avec le cochon, c'est le rejet immunitaire, bien sûr, qui est beaucoup plus sévère que chez l'homme. Et donc on est obligé de bombarder les patients avec des traitements immunosuppresseurs, et donc un risque d'infection très important. Voilà, il y a un risque de transmission de zoonose du cochon vers l'homme, et puis peut-être qu'on apporte aussi un service médiocre aux patients, parce que forcément si le rein il dure que 6 mois et qu'il faut greffer le patient tous les 6 mois, ça fait beaucoup de chirurgie, beaucoup d'anesthésie, à chaque fois le bombarde d'immunosuppresseurs, et au final on ne va peut-être pas le faire vivre très longtemps. Donc vous avez sûrement entendu parler de cette dame, Madame Tawana Looney, une patiente qui a été greffée aux États-Unis en décembre avec un rein de cochon, et donc le rein a duré 4 mois avant de plus fonctionner. Et donc la xénotransplantation, il y a 2 pays qui ont commencé à en faire, c'est les États-Unis et les Chinois. Vous savez que ce n'est pas des pays très bienveillants pour les musulmans. Et donc moi, il y a une question qui me taraudait, c'était, les musulmans, si je leur propose un rein de cochon, ils ne vont sûrement pas vouloir. Donc j'ai regardé la littérature, est-ce qu'il y a des gens qui se sont posé la question? Oui, voilà. Il y a un article là, il y en a plusieurs, je n'ai pas fouillé, mais il y a un article tout récent. Donc ils se sont intéressés dans ce papier à interroger différentes personnes de confessions religieuses différentes, donc des catholiques, tout ça. Donc je vous passe ce qu'ont répondu les catholiques. Et que disent les musulmans? Alors si on interroge les chiites, ils disent que les réponses sont nuancées, mais que pourquoi pas sous certaines conditions. Et si on interroge les sunnites, leurs juristes disent que la xénotransplantation porcine, c'est possible quand c'est nécessaire médicalement. Bon, forcément, c'est pas nécessaire médicalement, on va pas y aller. Voilà. Mais c'est quand même mis, il y a quand même l'adjectif à contre-cœur chez les chiites. Voilà. Chez les sunnites, pardon. Voilà. Donc l'histoire se termine bien, comme un film à l'eau de rose. Tout est possible. Voilà, merci.
Alors, je vais sans doute être un peu moins drôle que le docteur Lamy, mais ça, c'est classique chez nous, dans notre équipe. Mais par contre, je suis assez contente finalement du titre que j'ai donné à ces 4 diapos, parce que je savais qu'ils allaient prendre beaucoup de temps. Je savais également que j'allais passer en dernier, mais je ne sais pas si vous avez réalisé, mais on a parlé de la greffe pendant une bonne partie de la soirée. Vous vous êtes posé la question de savoir comment on accédait à la greffe. Outre les aspects médicaux qu'ils ont présentés, il faut bien à un moment donné un donneur. Et alors, et là, on n'a plus que 10 minutes pour en parler, et encore, je crois que c'est 5 minutes. Mais malgré tout, il n'y a de greffe que s'il y a un don. Et donc, mon propos, moi je suis Véronique Biche, je suis infirmière coordinatrice hospitalière sur le CHT. J'ai la chance de participer à ce projet depuis sa création. Et j'ai la chance de travailler avec une équipe formidable, des équipes formidables. On a fait un gros travail. Au plus j'avance dans le métier, au plus j'approche, la retraite, au plus je me rends compte du travail qu'on a effectué tous ensemble. Et pour autant, il y a du progrès et il y a encore beaucoup de choses à faire pour justement bénéficier tous les aspects de la greffe et proposer au maximum la greffe à nos patients, que ce soit des patients avec un projet donneur vivant ou un projet donneur décédé. Le projet donneur vivant, il est peut-être plus simple à aborder parce que on va être dans la réalité. Le donneur décédé, là, on va commencer à parler de choses un petit peu plus compliquées, mais c'est pas tant auprès des patients que ça va se compliquer, c'est plutôt pour nous, citoyens, comment ça se passe pour nous de parler du don donneur décédé. Donc, effectivement, vas-y. Tous donneurs, tous concernés. Peut-être il est intéressant de se reposer la question, qu'est-ce que dit la loi et comment c'est encadré toute cette activité. Il y a 3 grands principes qui régissent effectivement le don d'organes. Le consentement présumé. Je suppose que tout le monde dans cette salle connaît un petit peu le principe. On est tous donneurs, à moins d'avoir signifié notre refus au don de notre vivant. Pour cela, on a mis en place, les autorités ont mis en place un registre national des refus. Vous verrez, il est assez peu utilisé. Et puis, on a la possibilité de le signifier à nos proches. On a maintenant, depuis 2017, également la possibilité de laisser une trace écrite ou de le signifier dans nos directives anticipées. Un autre principe important, la gratuité du don, et ça c'est important, et c'est aujourd'hui ici en Calédonie une chance de encore pouvoir pratiquer cette activité. La gratuité du don ici, c'est le Fonds autonome en compensation publique qui prend en charge cette activité, à la fois pour le don donneur vivant, pour le donneur vivant, tout est pris en charge, et également la partie donneur décédé. Et puis l'anonymat qui a été au départ du montage du projet, une question qui s'est forcément posée et qui pour le moment, en tout cas depuis le début d'activité en avril 2013, ne nous a interpellés qu'à une seule reprise. Une maman qui avait en toute bonne foi communiqué sur les réseaux sociaux que sa fille avait été donneuse un petit peu trop tôt, donc on l'a juste invité à peut-être prendre du temps, prendre un petit peu de recul et permettre à ceux qui avaient reçu peut-être de vivre leur départ de greffe un petit peu plus sereinement. En tout cas, l'anonymat, ça fait partie des choses qu'avec mon équipe, sur lesquelles on est très, très vigilant. En parler, effectivement, parce que quand on parle du don, généralement, 8 Français sur 10 sont favorables au don. Vous allez me dire ici en Calédonie, la seule étude qui a eu lieu, elle a eu lieu dans les années 2013, entre 2010 et 2013, et elle donnait à voir effectivement que l'aspect du don, oui, tout le monde, oui, effectivement, ça paraît naturel. Ce que l'on sait aussi, c'est que seulement 1 sur 2 vont en parler à leurs proches. Là, ça commence à se compliquer parce que finalement, quand on vient à être un donneur décédé, il est un peu tard pour faire communiquer sa position. Donc, un des aspects de la communication, c'est en parler absolument à ses proches. Et puis, je vous le disais, moins de 1% des personnes sont inscrites sur le registre des refus de leur vivant. Ce registre, il existe depuis 1998 et les dernières données ont été posées par l'Agence de biomédecine en 2023. Il y a eu une petite augmentation en 2017 au moment où on a renforcé un petit peu la notion de consentement présumé, mais c'est guère plus que ce qu'il y avait auparavant.
malgré tout, l'une des premières causes de non-prélèvement, ça reste l'opposition. Et c'est un petit peu là-dessus que je voulais poser le topo. Juste pour vous montrer cette diapo, en termes d'opposition, on a en Nouvelle-Calédonie donc toute la partie bleue avec des variables sur les différentes années. Pardon ? Je croyais qu'il y avait et puis on a cette ligne rouge qui représente le taux d'opposition sur l'hexagone avec une fluctuation qui est finalement pas si importante que ça, mais une constante entre 30 et aujourd'hui en 2024 à 36%. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette variable, elle est assez importante, notamment dans les pays des DOM, donc la Guyane, la Réunion et puis la Martinique, où le pourcentage d'opposition aux dons est un petit peu similaire à ce que l'on retrouve en Nouvelle-Calédonie. Et j'ai pour habitude de dire qu'on n'est pas ici un mauvais élève, on a simplement à cheminer encore avec nos populations et avec les aspects culturels. Il faut savoir également qu'en métropole, il y a de grandes variables selon les régions, à savoir qu'on a un taux d'opposition près de 40% dans certaines régions comme les Alpes-Côte d'Azur et puis l'Île-de-France. Donc ça, c'est... Pour exemple également, on a Tahiti qui est confronté, qui a le même programme que nous, donneurs vivants, donneurs décédés, et qui semble être confronté aux mêmes freins liés aux donneurs décédés. Donc la diapo suivante, en fait, c'était pour montrer un petit peu une opposition aux dons, une réalité multiple. Il faut savoir que dans un premier temps, le refus, il peut être du défunt lui-même, qui l'aura signifié de son vivant, qui l'aura témoigné auprès de ses proches. Et les proches vont nous donner en fait cette confirmation de ce refus. Les proches peuvent estimer également que ce serait aller contre la volonté du défunt. Et puis il peut y avoir également, mais très rarement, en tout cas moi de mon expérience de plus de 10 ans, je n'ai jamais eu à trouver une inscription sur le registre de refus. Ce registre des refus, c'est une obligation pour nous, coordination, de le consulter pour s'assurer qu'effectivement le défunt n'avait pas opposé ne s'était pas opposé au don. Il peut y avoir une opposition prudentielle. La plupart du temps, ce sont des familles qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais échangé avec leurs proches et qui, dans ce cas-là, ça on le sait par expérience, eh bien, ils préfèrent dire non plutôt que de prendre une mauvaise décision. Et même si surtout parce qu'on leur dit que c'est la décision du patient que l'on vient à rechercher, le témoignage du patient qu'on vient à rechercher. Et puis on peut avoir une opposition contextuelle qui peut être liée aux circonstances du décès, à l'annonce du décès, à la prise en charge, à la qualité de la prise en charge. Et puis, et ça, on sait que ça peut être vraiment indépendant peut-être de la volonté du défunt, mais en tout cas, ça peut amener à une opposition assez ferme. Et puis on a ce qui est très fort ici, une opposition culturelle. Cette opposition culturelle, elle est liée bien sûr aux rites et croyances. On doit tenir compte de cet aspect de façon assez prégnante dans la culture mélanésienne, avec la place de l'oncle terrain qui parfois nous est donné comme un frein réel à accéder à une quelconque conversation autour du don, surtout si cela n'a pas du tout été évoqué au sein de la communauté. La plupart du temps, les refus sont exprimés par « ça ne se fait pas chez nous ». Ça traduit surtout qu'en fait, ça n'a pas du tout été partagé au sein de la communauté. Et donc, la peur de prendre une décision qui irait à l'encontre de quelque chose qui nous est un petit peu absent, un petit peu loin de nos références à nous. On a l'absence de dialogue qui est assez forte, qui fait qu'en fait, il y a comme un poids qui empêche toute évolution. Et puis, la méconnaissance qui est très forte et qui fait qu'en fait, on préfère ne pas y aller du tout. Donc l'opposition culturelle, elle est assez forte. Elle s'est beaucoup améliorée. Il y a de plus en plus, les populations ont accès quand même à l'information. Et j'ai l'impression maintenant que c'est plutôt la peur de prendre une décision qui irait à l'encontre de quelque chose qui n'a pas été posé de façon communautaire. Et puis, j'ai quand même voulu mettre l'opposition logistique à venir. On est dans une situation de plus en plus contrainte au niveau personnel.
Et quand je parle d'opposition entre guillemets logistique, eh bien, je me dis que peut-être le bloc, dans les mois à venir, si on n'a pas une amélioration de la situation au niveau professionnel, peut-être ne nous donnera plus accès pour la greffe. Donc ça, c'est quelque chose et le prélèvement, quelque chose qui, j'espère, ne viendra pas, mais en tout cas, c'est une réalité à laquelle on commence à être confronté pour trouver une place pour les patients et pour les donneurs, éventuellement les donneurs décédés. Cette opposition, il faut toujours le remettre dans le contexte. C'est avant tout un contexte qui est hautement émotif. Et dans un moment pareil, ce qu'il faut avoir surtout en tête, c'est que quand on n'en a pas parlé avant, c'est très compliqué dans une situation pareille de pouvoir aborder le don sereinement. Donc tous donneurs, tous receveurs, tous concernés. L'idée pour nous, vas-y, je t'en prie, c'est de poursuivre le travail d'information en privilégiant l'information et la sensibilisation de proximité. Il est important avec le réseau de poursuivre notre travail pied à pied et chaque jour en amenant notre petite pierre et puis d'aller à la rencontre des tribus, de participer au forum santé, de rencontrer des professionnels, de sensibiliser les professionnels sur la question du don à son décès ou de son vivant, d'associer les responsables coutumiers, je le note quand même, on fait des allers-retours avec eux, c'est jamais très facile. On a eu une grande avancée en 2024 et puis on sait tout ce qui s'est passé, donc on ne désespère pas, mais on ne peut pas faire sans eux malgré tout. Privilégier l'information auprès des jeunes publics, c'est un vecteur de transmission et de communication de l'information et ils sont très sensibles. On en a parlé précédemment dans d'autres diapos et d'autres présentations, mais les patients témoins sont des vecteurs très importants et il faut renforcer la place des patients témoins greffés pour justement amener à lever certaines peurs ou certaines appréhensions. Et puis s'appuyer sur les professionnels, donc ça c'est pour vous, s'appuyer sur les professionnels en charge du don et de la greffe, à la fois les équipes médicales, on l'a entendu, et puis la coordination du don et de la greffe qui existe sur les différentes structures et qui sont là pour répondre à toutes les interrogations. Et puis disposer d'outils d'information dans les cabinets, les salles de soins ou l'accueil grand public. Je vous ai mis pour terminer deux affiches que l'on vous propose éventuellement, avec lesquelles on vous propose de repartir ce soir. Ce sont des affiches qui ont été réalisées par l'Agence de biomédecine. J'aimerais qu'on puisse avoir des affiches réalisées sur le territoire. Pour le moment, en termes de financement, on est un petit peu limité. En termes de de programmes accentués sur le don, pour l'instant, je ne sais pas quand ça reprendra, mais je trouve qu'elles sont assez simples finalement dans leur design, elles parlent bien et peut-être elles peuvent faire l'office pour au moins aborder la question du don, que ce soit d'en parler avec ses proches ou que ce soit sur un positionnement individuel. Voilà, je tenais à vous remercier. Je vous présente toute l'équipe de la coordination du CHT et le docteur Mathieu Serrier avec qui nous travaillons sur la prise en charge des donneurs potentiels et surtout l'accompagnement des familles et des proches. Merci.